Je voudrais ensemble avec vous, dans le cadre de Réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, que nous puissions analyser en profondeur l'homme candidat Félix Tshisekedi. C'est ainsi que nous arriverons à coup sûr à comprendre les enjeux et les faiblesses qui caractérisent ces messieurs et qui justifieraient dans une large mesure les raisons à ne pas voter pour lui. Et je pense que ce travail que nous sommes en train de faire répond effectivement à une exigence constitutionnelle et même à une exigence morale. Parce que comme vous le savez, nous en tant qu'élite, nous avons la responsabilité d'apporter la lumière à notre peuple justement pour lui permettre de faire un choix judicieux. Je pense que vous connaissez ma position. Vous connaissez notre position en tant que parti politique. Nous sommes de ceux qui pensons que les élections ont été mal engagées et naturellement, il n'y a aucune garantie sur la qualité et même sur le respect du délai. Et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit. Il y a d'autres personnes qui en parlent et nous pensons qu'aujourd'hui, il est nécessaire que nous puissions d'abord mettre en exergue les grandes faiblesses qui caractérisent la candidature ou le candidat Félix Tshisekedi. Alors, le grand principe, comme vous le savez, pour des raisons pédagogiques, on a toujours tendance à vous rappeler certaines exigences de la Constitution et à décrire les conditions dans lesquelles cette Constitution a-t-elle été rédigée pour que nous comprenions tous le sens que l'on donne à certaines dispositions. Le premier article qui doit nous intéresser au regard de ces dispositions, c'est l'article 5. L'article 5 de notre Constitution dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction ou peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Tous les Congolais de deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Vous comprenez par là que l'essentiel du processus électoral est tiré des dispositions pertinentes de l'article 5 de notre Constitution, sous-section de la souveraineté. C'est-à-dire que vous comprenez par là que l'idée des élections tire sa substance de ces dispositions, qui dit clairement que le peuple est souverain. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide en dernier ressort. C'est le peuple qui est le détenteur réel du pouvoir dans l'État. Et c'est le peuple qui a la possibilité, n'est-ce pas, de transférer son pouvoir d'agir aux personnes de son choix. Et dans cette disposition, on dit clairement que les élections est un moyen par lequel le peuple manifeste son pouvoir, exerce son pouvoir.
C'est-à-dire que celui qui bénéficie du suffrage du peuple a le droit de l'engager. Et on insiste sur le fait que les élections sont, les personnes sont choisies par le peuple et cela est organisé dans un processus que l'on appelle les élections. Il y a certaines matières qui demandent à ce que le peuple se prononce et cela passe par référendum. Et nous avons eu à organiser les référendums en 2005 pour faire adopter à la population la présente constitution. Donc, vous comprenez que tous ces mécanismes sont appelés à permettre au peuple de s'exprimer. Et ce peuple peut agir directement et même indirectement par ses représentants. C'est-à-dire que ceux qui sont appelés à être représentants du peuple doivent résulter de son choix. Et cela donne le sens au processus électoral. La Constitution prévoit une loi. La Constitution énonce le principe qu'il y a une loi qui fixe les modalités pratiques pour l'organisation des élections. Et les élections ici sont au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs postes électifs qui doivent être animés par des personnes choisies par le peuple de manière directe et de manière indirecte. C'est comme ça dans le paquet, il y a l'institution président de la République. Cette institution président de la République qui est incarnée par l'individu président, c'est-à-dire la personne qui assume la fonction, exige assez que celui qui peut être président celui qui veut être président ne peut que postuler et à la fin être élu. Et donc, vous comprenez que nous sommes là en face des exigences constitutionnelles qui nous imposent à nous de veiller sur le strict respect de la volonté cristallisée de la population dans ce que nous appelons le pacte social, la Constitution de la République. La même Constitution, dans ses dispositions pertinentes de l'article 72, dit ceci: nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il n'est rempli de conditions ci-après. 1. Posséder de la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ce droit civil et politique. 4. Ne pas se trouver dans un de cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Vous comprenez que la Constitution a imposé une exclusion de certaines personnes à certains postes. C'est-à-dire qu'il y a un principe, le principe du challenge, qui est fixé. Mais pour y participer, la Constitution elle-même prévoit un critérium. Et le premier critère, c'est d'être congolais. Attention, congolais d'origine. C'est-à-dire qu'il faut être congolais d'origine. Cela nous renvoie aux dispositions de l'article 10 de notre Constitution. Cet article ou ces dispositions qui parlent de la nationalité nous renvoient aussi à la loi sur la nationalité. Et je crois que nous avons vu à vous expliquer largement là-dessus. L'article 10 de notre Constitution dit ceci, chapitre 2 de la nationalité. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la définition de définition de la nationalité par rapport à la Constitution, on pose un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est le caractère exclusif de notre nationalité. La nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. C'est-à-dire que si on est congolais, on n'est que congolais. On ne peut pas avoir plusieurs autres nationalités. Donc, nous comprenons par là que celui qui peut être candidat doit être congolais, ne doit pas avoir une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Ça ajoute aussi un autre élément, un autre principe. Il y a deux statuts juridiques de la nationalité congolaise. Nous avons de Congolais d'origine et nous avons de Congolais par acquisition. Les Congolais d'origine sont ceux qui ont droit à tout le poste. Mais le Congolais par acquisition ont de postes qu'ils ne peuvent pas occuper. Parmi ces postes, le poste du président de la République. Et donc, vous comprenez que la Constitution ne se contredit pas. La Constitution reste complémentaire dans ses dispositions. Chaque disposition a un sens. Et pour mieux comprendre une disposition, il faut mieux comprendre d'autres dispositions irrélatives, d'autres dispositions qui insistent sur la même matière. Donc, vous comprenez que le Congolais d'origine ont le droit d'être candidat président et nous avons deux types de Congolais. Il y a des Congolais d'origine, il y a des Congolais qui ont acquis leur nationalité individuellement par une démarche prévue dans la loi sur la nationalité. Alors, la Constitution a pris le soin de définir qu'est-ce qu'elle entend par Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont le personne et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. C'est-à-dire que la Constitution définit ce qu'elle entend par Congolais d'origine. Pour être Congolais d'origine, il faudrait que vous apparteniez aux groupes ethniques. C'est-à-dire qu'il faut appartenir aux groupes ethniques pour être Congolais d'origine et pour être candidat président de la République. Mais lorsque vous lisez la loi, on peut être Congolais d'origine, soit de par son père, soit de par sa mère, ou soit les deux. C'est-à-dire que si l'un des parents est Congolais d'origine, eh bien vous pouvez vous prévaloir la nationalité congolaise d'origine du fait que l'un de vos parents appartient à l'un des groupes ethniques qui ont constitué l'État congolais qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc vous comprenez que la loi est liée. Les élections sont liées à la nationalité. Pas seulement la nationalité de ceux qui sont éligibles, mais même la nationalité de ceux qui sont électeurs. Ne peut participer au vote, ne peut prendre part au vote que celui qui a la nationalité congolaise. Pour être électeur, il suffit seulement d'être congolais tout court. Mais pour être éligible, ça dépend de la fonction que vous assumez. Si vous voulez être président de la République, il faudrait impérativement être congolais d'origine. Si vous voulez être député national, si vous voulez être député provincial, gouverneur, sénateur et ainsi de suite, il suffit seulement d'être congolais. Mais attention,
au niveau du Sénat, comme au niveau du président de la République, il y a de fonctions, il y a de postes qui sont réservés qu'aux seuls Congolais d'origine. Par exemple, le président de l'Assemblée nationale ne peut qu'être Congolais d'origine. Le président du Sénat ne peut qu'être Congolais d'origine. Et c'est ça l'esprit de notre constitution et surtout de nos lois. Alors, il est dit dans ces dispositions, les dispositions pertinentes de l'article 10, qu'une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que la nationalité congolaise est une et exclusive. Il y a possibilité de la perdre. Si vous adoptez une autre nationalité, si vous choisissez une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Bien que personnellement, je ne sois pas totalement d'accord avec l'approche développée par la Constitution, mais ce sont ces dispositions qui sont applicables. Et donc, vous comprenez que le constituant voulait faire une démarcation entre le Congolais d'origine et le Congolais par naturalisation. Pour être président de la République, comme l'avons lu à l'article 72 de la Constitution, il fallait impérativement être Congolais d'origine. Et nous avons démontré qu'il y a deux catégories, il y a deux statuts juridiques en ce qui concerne notre nationalité. Et le deuxième statut a été bien redéfini justement pour éviter à ce que nous tombions, que nous restions dans la crise perpétuelle que nous avons connue dans la partie est. Mais en ce qui concerne la nationalité d'origine, il n'y a jamais eu de débat au niveau du Parlement et je peux le certifier. Alors, le deuxième critère, c'est être âgé de 30 ans au moins. C'est-à-dire que le constituant a voulu assez que le candidat président puisse avoir 30 ans révolus, 30 ans d'âge. Pourquoi? Parce qu'on suppose, et je crois que c'était ça l'essentiel du débat, on suppose que celui qui a 30 ans a une certaine maturité. Et donc, il pourrait éventuellement être candidat. Il y avait possibilité de fixer l'âge aussi à 25 ans. Mais le constituant, d'abord au départ, c'était 40 ans et ils sont revenus à la raison, ils se sont décidés de fixer plutôt à l'âge des 30 ans, bien que dans le contexte politique, c'était justement pour permettre à Kabila d'être candidat parce qu'il était parmi le potentiel candidat qui n'avait pas atteint l'âge des 40 ans. Et donc, ils ont essayé d'insister sur l'âge des 30 ans, justement pour lui permettre de compétir. Le troisième point, jouir de la plénitude de ce droit civil et politique. Parce que justement, dans l'esprit de la Constitution, quelqu'un qui a été condamné par la justice à une peine dépassant une année ne peut pas être candidat. C'est-à-dire qu'on a voulu assez que celui qui est déjà condamné, pas celui qui est en train d'être jugé, mais celui qui est déjà condamné. C'est-à-dire qu'il y a une sanction définitive qui a été prise sur lui, ne peut pas être candidat. Pourquoi a-t-on insisté sur ces éléments? Pour éviter à ce que les délinquants puissent avoir droit au chapitre. L'article 4 renvoie certaines exigences pour être éligible à la loi. Et donc, vous comprenez que la loi doit fixer certaines conditionnalités pour être candidat. Alors, parmi les éléments qui se sont ajoutés dans la loi, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, il y a notamment la qualité, il y a notamment
les études faites. C'est-à-dire que la Constitution, qui renvoie les dispositions pratiques dans la fixation de conditionnalités pour être candidat, insiste également sur le niveau d'études. C'est-à-dire que la loi voudrait assez que celui qui doit présider à la destinée de notre pays soit porteur d'un diplôme. Et le titre le plus bas, en ce qui concerne les études faites ou l'étude faite, c'est le titre de gradué. C'est-à-dire qu'on suppose qu'un gradué a une vision assez large, a une connaissance assez nécessaire, voyez-vous, pour arriver, n'est-ce pas, à prendre certaines décisions. Comme vous le savez, au regard de la complexité de l'État, il faudrait avoir quelqu'un qui a un niveau acceptable. Et on a fixé le niveau de gradué. C'est-à-dire que celui qui est gradué bénéficie d'une présomption de connaissance et naturellement, on pourrait éventuellement espérer le voir bien faire son travail. Et vous comprenez que le titre de gradué et l'âge de 30 ans, il y a un lien, il y a une sorte de passerelle, voyez-vous, justement parce qu'on suppose celui qui a suivi un cursus normal, déjà à l'âge de 25 ans, même 23 ans, peut déjà être universitaire et être même licencié. Et on suppose que celui qui a l'âge de 30 ans et qui a un niveau minimum de gradué peut faire l'affaire. La grande difficulté dans cette disposition de la loi, on a semblé donner, n'est-ce pas, la possibilité à des personnes qui n'ont pas suivi le cursus normal, c'est-à-dire que qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme de gradué ou de licence, puissent aussi y prendre part. Et c'est comme ça que dans la loi, n'est-ce pas, on insiste sur un élément important, l'expérience professionnelle. Et on a fixé le domaine justement pour permettre à la personne qui veut candidater de voir si elle remplit les critères tels que fixés par la loi. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'expérience politique de 5 ans. C'est lui qui a l'expérience économique de 5 ans. C'est lui qui a l'expérience socio et culturelle de 5 ans. Peut aussi prendre part à ces challenges. Ce qui est vrai, c'est que pour y accéder, pour déposer sa candidature, il faut apporter des pièces. La loi exige à ce que le candidat apporte des preuves de ces allégations, de ces déclarations. Si vous dites que vous êtes gradué, il faudrait apporter soit une attestation de réussite, soit un diplôme de gradué ou de licence, et la copie doit être certifiée conforme à l'original. Celui qui a l'expérience professionnelle doit apporter un document qui atteste qu'effectivement il a eu à travailler dans les secteurs. Soit l'attestation des services rendus, ou soit un document de commerce et ainsi de suite. Mais celui qui apporte tous ces éléments et qui remplit les critères, naturellement, il peut être candidat. Il revient maintenant à la CENI de voir si la personne a déposé toutes les pièces. Mais maintenant, pour certifier l'authenticité des documents, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle doit certifier les documents. La Cour constitutionnelle doit prendre le soin
de vérifier si ces documents-là sont authentiques. Mais attention, même si cela échappé à la CNI comme à la Cour constitutionnelle, même après, si on arrive à démontrer que les éléments qui ont été fournis à titre d'information à la CNI comme à la Cour constitutionnelle ne sont pas authentiques, la personne peut perdre la fonction ou peut perdre son siège. Ça, c'est la loi, c'est l'esprit de la loi qui le dit. Parce que lorsque vous usez de faux, votre candidature peut être annulée à n'importe quel moment. Et donc, vous comprenez par là que la loi doit être comprise et que chacun de nous doit se fixer par rapport à cette réalité. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, nous allons insister sur les raisons qui militent en défaveur de M. Félix Séké ou de sa candidature. En réalité, si nous étions un pays sérieux, en réalité, si toutes les institutions fonctionnaient normalement, en réalité, si la Cour constitutionnelle était réellement la haute instance judiciaire, M. Félix Séké ne pouvait pas être candidat. Pour plusieurs raisons. Fort malheureusement, les gens n'ont pas la culture de lire la loi, de lire les dispositions pertinentes de notre Constitution pour comprendre la démarche du constituant par rapport à ses exigences. Pourquoi insiste-t-on sur la probité morale du candidat? Justement parce que la Constitution déjà, dans son exposé des motifs, insiste sur le mot qui ont gangréné notre pays pendant des années. Pour le constituant, il y a des choses qui ont freiné l'élan du développement du pays. Et parmi ces choses, il y a l'immoralité. Donc, c'est lui qui veut être candidat. C'est lui qui veut être président de la République, doit être porteur de ces systèmes de valeurs. Et c'est là, justement, pour permettre à ce que nous arrivions effectivement à résoudre notre problème. On ne peut pas vouloir être président de la République et en même temps faire preuve de l'immoralité. Celui qui est caractérisé par l'immoralité ne peut pas être digne d'être candidat, ne peut pas être digne de diriger le pays. Et donc, vous comprenez qu'il y a effectivement un besoin, un problème criant d'immoralité qui nous exige à nous, n'est-ce pas, de tout faire pour que nous arrivions à changer les choses, pour que nous arrivions effectivement à donner la chance à notre pays. Nous avons eu à enquêter sur le CV de M. Félix Séké. Pourquoi avons-nous mené cette démarche? Parce que justement, nous nous disons qu'il fallait éviter d'avoir à la tête du pays des gens qui mentent sur leur identité scientifique. Des gens qui se présentent comme détenteurs de diplômes et qui font une sorte d'usurpation des titres. C'était ça notre motivation. Et déjà au départ, de manière empirique, nous avons démontré que l'analyse ou la présentation de M. Félix Séké ne tenait pas compte de l'exigence académique. En suivant, M. Félix Séké dit, lorsqu'il accordait l'interview à Madame Sylvie Bongo, M. Félix Séké n'a pas dit qu'il était détenteur d'un diplôme, des gradués. Il n'a pas dit. Mais il a quand même dit qu'il avait un diplôme équivalent gradué.
Dans notre système d'enseignement, le titre académique, le premier titre académique, c'est le titre des gradués. C'est-à-dire que lorsque vous terminez le cycle, lorsque vous terminez votre école, votre cursus scolaire, vous obtenez votre diplôme d'État. Et à partir de ces diplômes d'État, ça vous donne accès à l'université ou à l'institut supérieur. À partir de cette détention du diplôme, ça vous ouvre la porte à l'institut supérieur ou à l'université. Et lorsque vous commencez votre université, le premier titre que vous pouvez obtenir au niveau des institutions supérieures, eh bien, c'est le titre de gradué. Le titre de gradué voudrait tout simplement dire que vous avez suivi un cursus au niveau de l'institution d'enseignement supérieur pendant au moins 3 ans. Et donc, vous obtenez un titre de gradué. C'est-à-dire que vous devenez gradué. Celui qui n'a pas suivi les cursus au niveau de notre pays, il a suivi un cursus en dehors de notre pays, et que dans ces pays, le titre de gradué n'existe pas, mais il y a une autre appellation. En ces moments-là, lorsque vous arrivez au niveau d'une institution d'enseignement ici dans notre pays, on fait ce qu'on appelle l'équivalence. Cela veut dire quoi? On essaie de comparer les matières suivies aux matières dispensées au niveau de notre pays à ces titres-là. On regarde le nombre d'heures par matière et en ces moments-là, on essaie de comparer. Si on constate que dans votre cursus, vous avez effectivement suivi au moins 70% de matière et en termes de durée de matière, on vous attribue un titre équivalent. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous êtes gradué, mais la formation suivie en dehors de notre système d'enseignement équivaudrait au titre de gradué. Ce n'est pas l'apprenant qui les fait. C'est l'institution qui vous accueille qui doit faire ce grand travail. C'est-à-dire que si vous êtes apprenant, vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas vous-même faire l'équivalence de votre diplôme. Il ne vous revient pas à vous, apprenant, de faire l'équivalence de votre diplôme. C'est l'institution qui vous dit, au regard de la formation suivie, vous méritez le titre de gradué. C'est ce qu'on appelle l'équivalence. Alors, ce qui veut dire quoi en réalité? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi lui-même s'est autoproclamé équivalent gradué. Il dit avoir étudié à l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles. Dans cette institution, il y a effectivement des facultés. Il y a des filières. Et je crois, jusqu'à preuve du contraire, ils en ont 4 facultés. Et parmi ces facultés, nous avons tenté de chercher, de voir si la filière suivie par M. Félix Tshisekedi s'est retrouvée dans quelle faculté? Et donc, vous comprenez qu'en tant qu'un produit d'une université pédagogique nationale, en tant qu'un enseignant de formation et en formation, je ne pouvais pas faire passer cela. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord mené la démarche pour voir s'il y a de palmarès. S'il y a de palmarès, où se trouverait le nom de M. Félix Tshisekedi. Et lorsque nous sommes arrivés, on doit avouer que
l'institution nous a refusé le droit d'accéder à cette documentation-là, à ces informations. Parce que ces informations apparaissent, de leur point de vue, quoi de plus naturel pour eux, des informations confidentielles. Seuls les enseignants qui sont en train de suivre la formation de l'étudiant, ou soit c'est une autre institution qui peut demander. Nous, en tant qu'individus, il nous a été refusé, n'est-ce pas, d'accéder à ces informations. Mais l'avantage maintenant, c'est que l'institution nous a permis d'avoir une idée sur les filières, sur la formation. Et donc, nous sommes arrivés effectivement à chercher à voir si effectivement il y a ces options-là. Alors, s'il y avait moyen de vous montrer des institutions d'enseignement, d'autres institutions d'enseignement, par exemple ici, l'Institut de carrière commerciale, ICC, vous trouvez qu'il y a plusieurs formations dispensées par cet établissement. Il y a ce qu'on appelle le bachelier en marketing. Bachelier en marketing. Au regard de nombre d'heures, au regard de matières, oui, c'est possible d'avoir une équivalence. Bachelier, promotion sociale supérieure, horaire adapté, blablabla, on vous donne justement pour être bachelier. Il y a bachelier en informatique de gestion, bachelier en droit, bachelier de gestionnaire d'unité commerciale, bachelier en comptabilité, bachelier en assistant de direction, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous comprenez que lorsque vous entrez dans la filière marketing et que vous cherchez à avoir ce qu'il y a comme option, la communication marketing, fort malheureusement, n'existe pas. Soit M. Félix Ekedi a commis une erreur dans la présentation de la filière, certainement qu'il aurait fait autre chose, ou soit il n'a pas suivi sa formation à ce niveau-là. Parce qu'en regardant très bien les filières, on trouve que la filière n'existe pas. Si la filière n'existe pas, en réalité, on doit directement comprendre que le palmarès aussi ne peut pas exister. Parce qu'en suivant nos amis de l'Union dite sacrée qui tentent de défendre la thèse selon laquelle M. Félix Ekedi aurait effectivement passé ses études dans cette institution, nous pouvons vous dire qu'il y a possibilité d'aller vérifier. Et nos amis insistent sur le palmarès, c'est-à-dire que l'on amène le palmarès pour prouver que son nom ne figurait pas. Cher ami, il y a un problème d'analyse, il y a un problème de raisonnement, il y a un problème de logique. Si moi je dis que j'ai fait la médecine à l'ICC, à l'IEC, et qu'on arrive là, la filière médecine n'existe pas, vous ne pouvez pas me demander à moi de prouver par des palmarès que la personne n'aurait pas passé, n'aurait pas fait ses études là-bas. Le fait seulement que la filière n'existe pas, on n'a pas besoin de palmarès parce que ça n'existe pas non plus. Ça n'existe pas. Et donc, vous comprenez par là que le plus grand problème, c'est que la Cour constitutionnelle, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, qui devrait aussi chercher ou rechercher les infractions, quand bien même qu'il a entendu qu'il y a de contestations par rapport à l'existence de la filière,
le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a mené aucune démarche. Aucune démarche. Et donc, vous comprenez que la CNI, qui est l'instance habilitée à recevoir, a certainement un document qui témoigne de l'existence d'une filière et la Cour constitutionnelle n'a mené aucune démarche pour prouver si cette filière existe bel et bien. Et donc, vous comprenez par là que nous avons un grand souci. Un grand souci sur la qualité et les titres académiques de celui qui est supposé être le premier des étudiants de la République démocratique du Congo. Si M. Félix Tshisekedi n'a pas suivi un cursus universitaire, un cursus académique au niveau de cette institution, et bien, toutes choses restant égales par ailleurs, il a fait usage d'infos. S'il aurait déposé effectivement une copie d'un diplôme. Attention, ce diplôme doit être certifié pour être reçu. Ce diplôme doit être certifié original. C'est-à-dire que il faudrait avoir l'original et une copie. Et la copie que vous déposez doit être certifiée. Ce qui veut dire quoi? Il faudrait que cela soit fait par le notaire. Avant de certifier un document, les notaires doivent veiller sur l'authenticité de ces documents. Or, généralement, lorsqu'il y a un document qui est émis en dehors du pays, c'est-à-dire que si vous avez suivi un cursus universitaire en dehors de la République démocratique du Congo, généralement, ce sont les ambassades qui doivent certifier. Et je crois que c'est ce que nous faisons tous. Lorsque nous voulons envoyer un document qui est émis ici, on va au niveau de l'ambassade pour légaliser le document, pour vérifier si effectivement ce document est authentique. Et je pense que c'est ça la démarche que mène l'ambassade pour vérifier si effectivement le document est authentique. Donc, celui qui a étudié en dehors du pays doit avoir un document certifié au niveau du pays où il a obtenu le dit document. Pour simplifier la chose, pourquoi n'avoir pas consulté l'ambassade de la Belgique? Parce que si M. Félix Tshisekedi avait effectivement suivi un cursus universitaire, la moindre chose serait d'aller vers l'ambassade et que l'ambassade arrive à certifier si effectivement ce document est un authentique. Comme ça, ça allait mettre fin au débat. Et en ces moments-là, la personne qui détient le document sera lavée de tout soupçon. Comme ça, elle va commencer effectivement à brandir ces documents justement pour démontrer qu'effectivement tout ce qui est dit contre lui n'a pas de soubassement, n'a pas de fondement. Fort malheureusement, la Cour constitutionnelle, comme les restes des Congolais, considère que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est le fait d'avoir un candidat au nom de Félix Tshisekedi. Donc, vous comprenez par là que personne ne peut nous garantir sur le degré de moralité de M. Félix Tshisekedi. En suivant certains commentaires, d'autres personnes considèrent que le fait seulement qu'il a été accepté en 2018, et donc il peut postuler sur base de ça. Faux. Vous pouvez remplir les critères pour être candidat lors d'un challenge électoral donné, mais pour l'autre cycle électoral, on rejette votre dossier. Ce n'est pas le fait que vous avez été candidat en 2018 que cela doit vous donner le droit d'être candidat en 2023. Parce que si en 2018, il n'y avait pas des éléments de preuve
il n'y avait pas une contestation d'un élément d'information fourni par vous. Naturellement, lorsqu'on apporte ces éléments d'information, votre candidature ne doit pas être acceptée. Et même si vous avez été jugé, condamné après les élections, vous ne pouvez pas être candidat. Parce que si nous allons dans cette logique, on risque d'avoir des gens qui avaient postulé en 2006 et revenir dire non, voilà, j'ai reconduit mes dossiers. Pourquoi la CENI exige à chaque fois qu'on vienne renouveler? C'est justement pour réaffirmer, reconfirmer les informations fournies d'abord dans le CV et les restes. Pourquoi n'a-t-on pas eu un débat houleux sur la qualité scientifique de M. Félix Tshisekedi? Est-ce que vous savez au moins que Sonia Rollet en a parlé? Est-ce que vous savez au moins que Sonia Rollet a démontré que l'ICC ne reconnaissait pas l'authenticité de ces documents que l'on présenterait comme diplôme? Et pourquoi cette question n'a-t-elle pas été abordée par la Cour constitutionnelle ou sinon par l'opinion? Doit-on comprendre que usage de faux, faux en écriture, usage de faux n'est pas un crime pour un président de la République? Doit-on comprendre que celui qui use de faux au niveau du président de la République n'est pas un criminel? Alors qu'aujourd'hui, il y a un procès au niveau de notre pays où on poursuit un journaliste pour faux en écriture et usage de faux. Il aurait publié, alors que nous savons que c'est faux, il aurait publié un faux document qui incriminerait l'ANR sur un certain fait. Ce journaliste est en train d'être jugé pour usage de faux. Mais pourquoi pour M. Félix Tshisekedi a-t-on fait exception? Doit-on comprendre qu'un président en fonction qui fait usage de faux peut continuer à l'utiliser tant qu'il reste en fonction? Est-ce que la Constitution nous dit qu'un président, même s'il usait du faux, ne peut-il pas être poursuivi pour autant? Parce qu'on considère qu'il n'aurait pas violé intentionnellement la Constitution? Mais il a utilisé un faux. Alors pourquoi ce débat-là n'a-t-il pas eu lieu? C'est justement parce que toute l'opinion, ou sinon la Cour constitutionnelle, n'a pas le pouvoir nécessaire pour bien faire son travail. Et donc, vous comprenez par là, c'est l'une des raisons pour ne pas soutenir M. Félix Tshisekedi. Une deuxième raison, juste par rapport à la candidature. En 2018, il y a un monsieur qui a déposé sa candidature. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. La Cour constitutionnelle, le jour de son assermentation, a publié le nom de la personne qui aurait gagné aux élections. Et ce nom est connu de tout le monde. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Les vidéos existent. Après, ce monsieur présente encore en 2023 sa candidature en remplissant un certain nombre d'éléments d'information. Ce qui est surprenant, le nom de la personne change. La question maintenant que l'on doit se poser. Il y a des pièces jointes. Il y a des pièces justificatives qui sont déposées dans le dossier. Parmi ces pièces, il y a les CV, il y a le diplôme, il y a l'attestation de naissance, il y a les certificats de nationalité, il y a l'aptitude physique, il y a les certificats de bonne vie et mœurs. Comment le ministère de la Justice est-il arrivé à établir pour M. Félix Tshisekedi un nouveau certificat de nationalité?
Parce que si dans le certificat de nationalité, on reprend un nom, c'est ce nom-là qui est officiellement connu. Si on écrit Bolodjoa André, Bolodjoa Ibola Jean-André, mon nom, c'est Bolodjoa Ibola Jean-André. Je ne peux pas revenir après pour dire non, je m'appelle Bolodjoa Ibola Alain. Soit, M. Félix Tshisekedi a 2 certificats de nationalité. Soit, le premier certificat portait le nom proclamé par la Cour constitutionnelle, ou soit, c'est-à-dire le premier certificat portait le nom de, était établi au nom de M. Félix Tshisekedi Tshilombo Félix, et le deuxième certificat Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Parce que on ne peut pas, la Cour constitutionnelle ne peut pas prendre le nom de Félix Antoine dès lors que dans le certificat de nationalité, on a écrit autre chose. C'est que je vous dis, nous en avons été victimes, nous les Bates. Lorsque nous sommes allés déposer notre document, notre dossier pour être agréé en tant que parti politique, il nous a été exigé de passer par le ministère de la Justice. À ce niveau-là, pour avoir le certificat de nationalité de nos membres, l'un de nos membres a connu ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il est arrivé à déposer sa demande de certificat, de l'établissement des certificats de nationalité. On a rejeté sa demande justement parce que dans le pièce jointe, il y avait un problème de classification du nom. Juste la classification du nom. Il n'a ajouté aucun autre élément. Il a commencé par son prénom, le nom et le post-nom. En vérifiant dans ces documents, ils ont effectivement trouvé que il commençait par le prénom et l'administration a considéré son prénom comme le premier élément du nom. Parce que chez nous, on commence par le nom, le post-nom et le prénom vient en 3e position. Alors que lui, dans ses documents, ils ont commencé par le prénom, le nom et le post-nom vient en 3e position. Le ministère de la Justice a considéré, qu'il n'avait pas le droit d'avoir les certificats de nationalité, d'autant plus que la classification des éléments du nom n'ont pas été conformes à notre loi. Vous comprenez? Un jeune du Sud Kivu a vu sa demande de certificat de nationalité être rejetée. Pas parce qu'il a ajouté un autre élément du nom, non. Juste parce que la classification des éléments du nom n'ont pas été conformes à la loi. Jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 année que sa demande a été rejetée. Et qu'est-ce que la justice nous a exigé? De procéder d'abord par un jugement supplétif. C'est-à-dire qu'il devait être jugé, lui et ses parents. Pourquoi avoir permité les éléments du nom? C'est-à-dire qu'il n'a rien ajouté. Le fait seulement d'avoir placé le post-nom avant le nom de famille, on a considéré le prénom comme le nom de la famille et on a rejeté sa demande. Il faudrait maintenant avoir des avocats, aller au niveau du tribunal, être jugé et après on va lui donner un certificat de nationalité, un jugement supplétif qui doit amener au niveau de la maison communale pour avoir l'attestation d'abord de naissance et après à partir de l'attestation de naissance par l'acte de naissance et après l'acte de naissance aller au niveau du ministère de la Justice pour avoir les certificats de nationalité. Alors dites-moi, quelle est la particularité de M. Félix Tshisekedi?
pourquoi, en ce qui concerne M. Félix Tshisekedi, pouvait-il se permettre d'ajouter un autre élément du nom sans passer par la justice, sans passer par le cours des tribunaux? C'est justement parce qu'on considère que c'est un homme d'exception, quelqu'un qui peut ou ne pas violer la Constitution, il ne peut pas être inquiété, il peut violer intentionnellement les dispositions de la loi, il peut ajouter des éléments du nom, on ne va pas les sanctionner pour autant. Et pourtant, il y a d'autres Congolais qui sont sanctionnés pour le même fait. Au-delà de tout, la Constitution, dans ses dispositions pertinentes de l'article 164, Constitution, article 164, la Constitution nous dit qu'il y a des faits pour lesquels un président de la République peut être poursuivi en justice. Déjà au départ, M. Félix Tshisekedi n'a pas la culture de respecter notre Constitution. Il a violé intentionnellement et de manière systématique les dispositions de notre Constitution. Alors qu'en lisant les dispositions pertinentes de l'article, les dispositions pertinentes de l'article 74 de la Constitution, le président de la République, en prêtant serment, il a dit ceci. Article 74 de notre Constitution. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, il met son nom, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Il a fait le vœu, il a fait le serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. C'est-à-dire que vous comprenez par là que le président de la République a l'obligation de respecter et de faire respecter la Constitution. Il est le garant de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais que prévoit la Constitution au cas où il violerait les dispositions de la Constitution? L'article 164 de la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, en ce qui concerne le Premier ministre, d'atteinte à l'honneur ou la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. C'est-à-dire que les infractions, le président de la République peut être poursuivi pour les infractions politiques de haute trahison. Et l'article 165 dit « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. »
C'est-à-dire que vous comprenez la définition que donne la Constitution sur la violation, sur les actions, les infractions politiques de haute trahison. La violation intentionnelle de la Constitution. Lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la violation intentionnelle de la Constitution est érigée en crime, est érigée en acte répréhensible. La Constitution considère la violation intentionnelle de la Constitution comme un acte de haute trahison. Mais M. Félix Tshisekedi a violé à plusieurs égards les dispositions constitutionnelles. N'oubliez pas que M. Félix Tshisekedi a suspendu l'installation du Sénat sur base d'un communiqué des services en violation des dispositions pertinentes de notre Constitution. Et cette violation a été faite de manière délibérée. Il a fait ça intentionnellement. Mais il n'a pas été inquiété. Chaque chambre du Parlement s'est réunie de plein droit en session ordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue, on donne les matières. C'est-à-dire que déjà, la Constitution dans son article 114 exigeait assez que les institutions, l'institution Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres, se réunissent 15 jours après la publication provisoire des résultats. Mais il y a eu un communiqué suspendant l'installation du Sénat. C'était une violation de la Constitution. Il n'a jamais été inquiété. La Cour constitutionnelle ne s'est jamais prononcée quant à ça. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de violations de la Constitution et personne n'a le courage de le faire. Or, le non-respect de la Constitution, suspend l'acte qui nous met tous ensemble. La Constitution, c'est un contrat social. La Constitution, c'est un pacte social qui impose à quiconque qui vit dans notre pays de fonctionner, de marcher selon l'esprit et la lettre de celle-ci. Si ceux qui sont au pouvoir, c'est dans le luxe de violer intentionnellement certaines dispositions de la Constitution sous prétexte qu'ils sont présidents de la République, alors essayez de vous imaginer, le pays sera dirigé sur base de quoi? Comment allons-nous fonctionner? Parce que la personne du président n'est pas exemptée de peine. Un président de la République peut être jugé et condamné. C'est ce que dit notre Constitution. Le président de la République n'a pas un pouvoir supraconstitutionnel. Il doit être régenté par rapport à la loi, par rapport aux lois et par rapport à la Constitution. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président a violé intentionnellement la Constitution. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés par M. Félix Tshisekedi en violation des dispositions de la Constitution. Par exemple, en prenant la décision de concevoir et de piloter de projets, de programmes de gouvernance au niveau de l'institution président de la République. C'était en violation de la Constitution. Il y a un problème lorsque, par ces actes, il cède une partie du territoire national
il y a effectivement haute trahison. Et fort malheureusement, M. Félix Séké jusque-là n'a pas été poursuivi par la Cour constitutionnelle. Donc vous comprenez par là que la Cour constitutionnelle n'est pas au service de la nation. La Cour constitutionnelle a été privatisée, a été caporalisée. Et profitant de cette situation, M. Félix Séké se maintient au pouvoir. Alors qu'en réalité, sa place devait être la prison. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs, ou qui sont reconnus auteurs, ou co-auteurs, ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. Vous comprenez que le critère de la moralité devait s'appliquer aussi pour M. Félix Séké. Parce que la Constitution dit, s'il pose des actes contraires aux bonnes mœurs, contraires à la norme, à la loi, c'est-à-dire que s'il pose des actes d'immoralité, en réalité, M. Félix Séké ne pouvait pas être candidat. Parce qu'il en a posé autant. Il en a posé autant. Et fort malheureusement, M. Félix Séké jusque-là, il reste peinard chez lui. Il peut continuer à violer la Constitution. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir de Photoshop pour démontrer aux inconscients qu'il aurait posé des actes en faveur de la République. Mais le grand principe fixé dans la Constitution ne sont pas respectés. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qui sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. Donc vous comprenez par là qu'il y a effectivement des raisons pour que M. Félix Séké soit plutôt en prison au lieu d'être candidat. Il y a délit d'initié dans le chef du président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeur immobilière ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Ça, c'est ce qui concerne le Premier ministre. Mais vous avez compris que les délits d'initiés, vous avez compris que la corruption, vous avez compris que la concussion, vous avez compris que les détournements sont des faits pour lesquels un président peut être envoyé en prison, peut être jugé, condamné et envoyé en prison. En réalité, si nous étions un pays sérieux, M. Félix Séké devrait être en prison. Parce qu'il a eu à poser des actes en violation intentionnelle de la Constitution. Et fort malheureusement, il reste encore en liberté et il se permet d'être candidat. Et profitant de la faiblesse du Parlement, de la faiblesse de la Cour constitutionnelle, M. Félix Séké continue à diriger le pays par défi. Et nous pensons que comme la justice institutionnelle ne peut pas nous garantir le principe de l'égalité, ne peut pas nous garantir le principe
qui voudrait assez que tout le monde soit au-dessous de la loi, il n'y a qu'une seule justice qui peut trancher, la justice populaire. Voilà pourquoi nous aimons l'article 64. Comme la Cour constitutionnelle n'est pas capable de juger un président de la République, du fait que la Cour devient aliénée à celui-ci, nous pensons que la meilleure manière de faire, c'est d'enclencher l'article 104. En enclenchant l'article 104, on permettra à coup sûr à la République d'avoir des institutions potables, des gens à même de respecter la Constitution qui est la volonté cristallisée de la population. Vous comprenez que M. Félix Tshisekedi ne peut pas être candidat dans notre pays. Nous voulons ajouter un autre élément que nous pensons être indispensable pour la compréhension de tous. La Constitution fait du président de la République le symbole de l'unité nationale. La Constitution voudrait assez que le peuple congolais reste uni. Et fort malheureusement, celui qui fait office du président de la République n'est pas capable de nous maintenir dans l'unité. Article 69 de notre Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Au lieu d'être le symbole de l'unité nationale, M. Félix Tshisekedi devient le symbole de la division nationale. C'est-à-dire que tous ces éléments-là mis ensemble doivent nous pousser à ne pas soutenir un monsieur comme Félix Tshisekedi. Et nous allons vous apporter beaucoup d'autres éléments pour vous démontrer le caractère criminel de sa gestion. Pour vous démontrer comment M. Félix Tshisekedi est en train de faire dérailler le pays. Notre pays est en train de sombrer dans l'incertitude. Parce que justement, ce monsieur n'a pas la capacité à bien faire de choses. Justement parce que ce monsieur n'a pas les aptitudes nécessaires. Justement, ce monsieur n'a pas la connaissance nécessaire. Bref, justement parce que ce monsieur est caractérisé par une incompétence notoire. Et donc, vous comprenez par là que déjà au départ, si la Cour constitutionnelle faisait bien son travail, M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas être candidat. Parce qu'il a eu à violer intentionnellement plusieurs dispositions de la Constitution. Dans ses nominations. Dans ses actes. En tout cas, il a violé beaucoup des dispositions de notre Constitution. Qui devraient en réalité l'amener en prison. Mais fort malheureusement, comme nous n'avons pas la culture de faire arrêter le président de la République, eh bien, nous tous sommes en train de tourner en rond. En lisant l'article 91 de la Constitution, le gouvernement définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Pour définir le politique, le gouvernement le fait avec le président de la République. Pour conduire le politique, le gouvernement le fait seul. Ce n'est pas ce que nous vivons. M. Félix Tshisekedi s'est accaparé de compétences dévolues au gouvernement. Il a pris les compétences du gouvernement et il en a fait sienne. Voilà pourquoi vous vous rendez compte qu'il y a des programmes parallèles
Les gens sont en train d'apprécier le programme émis au niveau du président, au niveau de l'institution président de la République. Sans pour autant se poser la question s'il en avait la compétence ou la capacité. Ce qui fait que, au lieu d'apprécier la gouvernance, les gens préfèrent apprécier les réalisations. Autant de violations de la Constitution. La Constitution n'a jamais reconnu à un président de la République le pouvoir d'initier des programmes ou de les piloter. C'est ce que nous vivons chaque jour. Alors, pourquoi doit-on laisser un monsieur comme ça à la tête du pays? Pourquoi doit-on prendre le risque de faire d'un monsieur comme ça président de la République? Déjà là, il est en train de patauger dans l'incompétence. Incapable de comprendre la fonctionnalité de l'État. Incapable de comprendre la limite ou les limites de ses compétences. Incapable. Il est incapable de comprendre son rôle en tant que président de la République. Il n'a rien compris, il ne comprend rien du tout de la fonctionnalité de l'État. Et ça fait qu'aujourd'hui, notre pays est en train de sombrer dans l'incertitude. Quelles sont les attributions classiques du président de la République au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution? Il veille au respect de la Constitution. C'est-à-dire que parmi les missions du président de la République, il doit veiller au respect de la Constitution. Si lui-même est incapable de respecter la Constitution, je ne pense pas qu'il pourrait le faire respecter. Parce que la meilleure manière de respecter la Constitution, c'est d'abord commencer à la respecter. Voilà pourquoi à l'article 74, il prête serment devant la Constitution. Et si lui-même n'est pas capable de respecter la Constitution, je ne pense pas qu'il sera en mesure de faire respecter la Constitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au regard de ces dispositions-là, vous trouvez que M. Félix Tshisekedi veut être reconduit. Même dans sa reconduction, il ne cesse de violer les dispositions de la Constitution. Il a privatisé la CNI. Il a privatisé la Cour constitutionnelle. Il a privatisé la Banque centrale. Il a privatisé l'institution président de la République. Il bat campagne avec le moyen de l'État. Il bat campagne avec le moyen de l'État. Donc, vous comprenez déjà que tant que M. Félix Tshisekedi sera à la tête du pays, il ne respectera jamais la Constitution. Et il y a des inconscients qui l'applaudissent pour autant. Et pourtant, la mission, les indicateurs pour jauger son degré de compétence, c'est là, c'est dans la Constitution. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la conduite de l'État. Essayez de voir par rapport aux missions dévolues à un président de la République et au regard du comportement hétérodoxe de M. Félix Tshisekedi, peut-on être sûr qu'un monsieur comme ça mérite d'être président de la République? Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier. Lui qui s'est accaparé des compétences du gouvernement. Parce que déjà, l'institution président de la République est en conflit de compétences avec l'institution gouvernement. La personne qui devait jouer le rôle d'arbitrage, c'est cette personne-là qui crée le conflit de compétences avec une autre institution. Aujourd'hui, tout le monde comprend que les parlementaires ont été corrompus. C'est-à-dire qu'au lieu de veiller sur le bon fonctionnement des institutions, M. Félix Tshisekedi a corrompu le Parlement. Il a corrompu le Parlement. Nous avons eu un débat houleux sur le Jeep qu'on avait doté, voyez-vous, aux députés.
M. Félix Tshisekedi nous a dit que c'était leur propre organisation, c'était leur propre argent. Mais après, vous avez appris que ces jeeps venaient de la présidence. Les députés ont été corrompus. M. Félix Tshisekedi a donné aux députés 21 000 $ le mois. Et en leur demandant de nier dans l'opinion. Aujourd'hui, il y a la certitude que les députés touchent entre 21 000 et 50 000 $. C'est-à-dire qu'il a donné au gouvernement le pouvoir en violation de tous les principes sacro-saints de la gouvernance dans un État. Il a donné au gouvernement le pouvoir de donner au Parlement, de donner aux parlementaires le moyen pour acheter leur silence. Ce qui a fait que, en mettant le député dans ces conditions, ils n'ont pas bien fait leur travail. Il a aliéné les institutions. Lui qui était appelé à assurer, à rassurer l'État du bon fonctionnement des institutions. C'est la même personne qui a corrompu les institutions. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien joué son rôle. Il n'a pas bien joué son rôle. Il a détourné les agents de l'État, les agents publics de l'État, de leur mission. Il en a fait une propriété privée, une caisse de résonance. Alors que si vous regardez très bien dans la Constitution, le choix du régime semi-parlementaire que nous avons adopté, c'était justement pour créer une sorte de garde-fou afin d'éviter qu'il y ait une sorte de boulimie du pouvoir. Le Parlement a été créé pour réduire le pouvoir du président de la République. Le Parlement a été créé justement pour réduire le pouvoir du président de la République. Si le Parlement est corrompu par le président, c'est-à-dire qu'il y a l'effondrement de notre société. Nos institutions n'ont pas fonctionné normalement. Notre pays vient d'être piégé à cause des actes répréhensibles de M. Félix Tshisekedi. En réalité, ces messieurs devaient être arrêtés. En réalité, en ces moments précis, ces messieurs devaient être en prison. Fort malheureusement, il est candidat. Par son arbitrage. Il va arbitrer comment? Parce qu'il risque d'être jugé parti. C'est lui qui a créé l'effondrement de notre société. C'est lui qui a mis en mal le bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect de traités et accords internationaux. Bon Dieu, c'est lui à qui vous avez confié la mission de garantir l'indépendance nationale, a mis en mal notre indépendance. C'est lui qui était censé de veiller sur l'intégrité territoriale, a soumis notre pays, notre pays dans une situation de précarité. M. Félix Tshisekedi est le seul président qui a mis sous tutelle partielle une partie de notre territoire. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de l'intégrité territoriale. Parce qu'il y a des espaces où l'État ne peut pas imposer son indépendance. L'État ne peut pas imposer sa souveraineté. Il doit veiller sur la souveraineté nationale. Alors qu'il y a des troupes étrangères qui imposent leur dictat chez nous. Il y a de ces Congolais qui sont soumis au dictat des étrangers à cause des actes de M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas respecté certaines conventions, certains traités internationaux dûment ratifiés par nous, en violant systématiquement le droit des uns et des autres. Il n'a pas respecté la procédure dans la signature des accords.
internationaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, EAC est chez nous. C'est-à-dire que si vous voulez scruter, vous voulez comprendre le caractère délinquant du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, il faudrait lire l'article 69. Tous les crimes occasionnés et posés par M. Félix Tshisekedi énervent les dispositions pertinentes de l'article 69. Énervent les dispositions pertinentes de l'article 164, 165. Donc vous comprenez par là que notre pays est dirigé par des gens qui font preuve de la délinquance. Des gens incapables de comprendre les réalités de notre pays. Et peut-être pour conclure, je voudrais vous dire pourquoi M. Félix Tshisekedi, dans sa stratégie, veut à tout prix que sa tribu puisse avoir plus de représentants. Pour se rassurer de sa capacité à faire des réformes constitutionnelles. M. Félix Tshisekedi veut avoir une nouvelle constitution. Cette constitution qui va fixer les mandats à 7 ans et où le président de la République sera élu au suffrage universel indirect en violation des dispositions pertinentes de l'article 70. Dans leur nouvelle constitution, ils ont changé les dispositions pertinentes de l'article 70. Ils ont changé les dispositions pertinentes de l'article 220. Ils veulent changer ces dispositions-là justement pour permettre à M. Félix Tshisekedi, cette fois-là, d'avoir 2 mandats de 7 ans, 7 ans. Et au total, il risquera de faire 24 ans au pouvoir. C'est ce qui s'est dit. Et donc, dans leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aligné plusieurs candidats. Et ils ont insisté sur la tribu. Vous avez suivi la déclaration des soi-disant communicateurs de l'union dite sacrée. Allez vérifier, l'essentiel ne sont pas Louba. M. Félix Tshisekedi a amené le tribalisme, même au sein de sa propre famille politique. Il insiste que sur la tribu, alors que nous prenons l'unité nationale. Et donc, vous comprenez par là que ce monsieur est un danger pour la République. Quelqu'un qui ne sait même pas respecter sa parole. Quelqu'un qui ne sait même pas respecter les dispositions de la Constitution. Il est en train de diriger le pays en violation flagrante des dispositions pertinentes de la Constitution. Comment pouvez-vous prendre le risque d'aller dans ce genre d'élection? Comment l'opposition s'est-elle laissée emballer dans ces fameux processus justement pour légitimer le pouvoir de M. Félix Tshisekedi? Ne l'avons-nous pas dit? N'avons-nous pas insisté sur ces faits-là? N'avons-nous pas mis en garde la classe politique de l'opposition? Il s'est organisé pour avoir plus de députés et pour avoir la présidence de la République. Et tout ça pourquoi? Justement parce qu'il veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et pour violer systématiquement cette Constitution. Donc vous comprenez par là que c'est un monsieur très dangereux. Un monsieur très dangereux. Voulez-vous voir les choses changer? Enclenchant l'article 104. On n'a pas d'autre choix, chers concitoyens. Il n'y a pas meilleure formule que celle-là. Désolé. Parce que l'article 64 veille sur la souveraineté du peuple. Il faut enclencher l'article 64. Mettre hors d'état de nuire ces éléments malicieux en commençant par M. Félix Tshisekedi jusqu'à la base. Pour redresser les choses. Et permettre à notre République de se mettre sur l'orbite du développement. Si on ne sait pas respecter la Constitution, si on ne sait pas respecter la norme de gouvernance, comme le fait M. Félix Tshisekedi,
il nous sera très difficile d'espérer vivre le mieux-être. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Il n'a fait que violer les dispositions de la Constitution depuis le premier jour. Déjà, l'acte nommant son directeur de cabinet était en violation non seulement des dispositions de la Constitution et même des dispositions de la loi, de la norme administrative. Il ne fait que ça. Ce monsieur est spécialisé en matière de violation de la Constitution. Individu qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Il faudrait que le Congolais s'élève pour faire échec à ces groupes d'individus. Si nous ne le faisons pas, nous devenons de complices naïfs. Et cela fera de nous de lâches. Nous devons tout faire pour mettre M. Félix Tshisekedi et ses acolytes hors d'état de nuire. Voilà pourquoi nous vous prions, peuple congolais, de vous lever comme un seul homme, en vue de faire obstacle à ces groupes d'individus qui violent systématiquement la Constitution et qui veulent se maintenir au pouvoir en violation du grand principe de la Constitution. Levez-vous, Congolais, levez-vous. Ne laissez pas ces groupes d'individus qui ne font que délinquer chaque fois, qui ne font que violer systématiquement les dispositions de votre Constitution, à continuer à pérenniser cela. Levez-vous, chers Congolais. Il est temps pour vous de vous mettre en position d'opérer la révolution. Il vous revient à vous tous, d'ici et d'ailleurs, le Congolais d'ici et d'ailleurs, à prendre à bras le corps la question et à imposer le respect de la Constitution. On ne peut pas avoir un président de la République qui ne sait même pas respecter la Constitution. Donc, vous comprenez par là que c'est M. Félix Tshisekedi se considère déjà comme un dieu. C'est-à-dire que pour lui, sa volonté suffit pour que le pays soit dirigé. Nous avons imposé dans notre constitution le principe de la limitation du pouvoir. Il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. C'était ça la base. Et nous sommes partis justement des réalités de 1960. Nous avons connu de crises récurrentes. Justement parce qu'il y a des gens qui ont posé des actes dans ces pays et qui ont fait dérailler notre administration, qui a fait dérailler tout le pays. Et nous nous sommes résolus d'avoir une constitution qui devrait en réalité être respectée par tout le monde. Mais à cause de comportements hétérodoxes, criminels, de ces gens qui sont au pouvoir, nous sommes en train d'assister à l'effondrement de notre pays. J'invite tous les révolutionnaires, tous ceux qui veulent voir les changements dans ces pays, de venir nous rejoindre. Venez nombreux, venez adhérer massivement. Nous sommes à Kinshasa. Vous avez mon numéro de téléphone, appelez-nous.
nous allons mener les combats. Et nous apprenons déjà que M. Félix Tshisekedi et sa bande n'ont pas réellement l'intention d'organiser des élections à la bonne date. Et non seulement ça, ils s'organisent pour tricher. En oubliant que s'il y a de mauvaises élections, il y aura certainement la guerre civile. Pour éviter à ce que nous tombions dans ces pièges-là, peuple congolais, partout où vous vous trouvez, levez-vous. Levez-vous. Venez nous rejoindre. Les BAT qui veut dire levons-nous et bâtissons. C'est votre parti politique. Venez nombreux. Venez, nous avons besoin de votre adhésion. Nous avons besoin que nous puissions tous conjuguer nos efforts ensemble pour sauver le peu qui nous reste. Nous ne pouvons pas avoir des dirigeants invertébrés, incapables de respecter leurs propres paroles, incapables de respecter la Constitution, incapables de chercher le mieux-être collectif. Ils ne voient que leurs intérêts. Nous avons besoin du changement. Nous avons besoin du changement. ôtez la peur dans vos esprits. Nous devons nous lever. Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'autre choix. Voilà pourquoi je vous convie de m'appeler, vous tous ceux qui veulent devenir membres de notre parti. Prenez mon numéro. Prenez mon numéro de téléphone et comme ça, vous allez nous appeler. On va mener la lutte ensemble. Et je suis sûr et convaincu, on va la gagner. Un peuple conscient de son destin est plus redoutable qu'une bombe atomique. Moi, je crois aux vertus de la révolution. Je crois en la capacité de mon peuple. Je sais que nous sommes capables de renverser la tendance et de ramener le pays sur les rails. Prenez mon numéro. Plus 243. Plus 243. 81. 250. 28. 51. 81. 250. 28. 51. 81, 250, 28, 51. Venez, on va se battre ensemble. Et comme ça, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Si vous voulez nous contacter par email, lesbat, directoire lesbat, @gmail.com. Directoire lesbat, @gmail.com. Lesbat s'écrit L-E-B-A-T. Directoire lesbat en un mot @gmail.com. Envoyez-nous vos coordonnées, appelez-nous, on va échanger, venez adhérer massivement, on va vous envoyer des fiches d'adhésion et comme ça on va travailler ensemble en synergie, bien qu'on ait le pouvoir à pirater notre compte web, notre site web. Nous allons nous organiser pour mettre sur pied un nouveau site. Et comme ça, vous allez commencer, vous allez reprendre vos adhésions en ligne. Mais pour l'instant, appelez-nous. On va travailler en synergie. On va s'organiser pour sauver notre République. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très content de vous savoir très nombreux. Et je pense que prochainement, on va revenir encore sur la personne de Félix Tshisekedi. Revenir surtout sur ces politiques contradictoires et sur les conséquences qui peuvent en résulter. Parce que vous savez, avec EAC, aujourd'hui, nous sommes en difficulté. M. Félix Tshisekedi a pris certaines décisions qui ont pratiquement bradé notre souveraineté. Et donc, nous devons revenir là-dessus pour que nous arrivions effectivement à amener l'éveil et à faire en sorte que l'essentiel de Congolais ait la vraie information et connaisse notre position par rapport à cette gouvernance pathologique de M. Félix Tshisekedi. En tout cas, au revoir et à la prochaine. Bye. Merci.